Il existe principalement deux manières de calibrer ses vitesses à l'entraînement. D'un côté, on peut utiliser ses allures de course, allure 10 km, semi-marathon, marathon, et de l'autre, on peut utiliser des allures qu'on pourrait considérer comme physiologiques, c'est-à-dire s'entraîner au seuil, s'entraîner à VMA. Quelles sont les différences entre les deux? Est-ce que l'un est meilleur que l'autre? Quelles sont les limites à ces deux systèmes? Qu'est-ce que j'utilise personnellement et avec quelle méthode? L'idéal d'une méthode d'entraînement qu'on peut utiliser sur le terrain est d'obtenir un référentiel le plus simple possible, efficace, comparable entre individus et qui permet de mesurer à la fois la progression et la charge d'entraînement. En réalité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthodologie tant qu'elle respecte une logique interne. Chaque entraîneur ayant pour habitude de jongler avec les variables qu'il préfère. L'objectif ici n'est donc pas de vous imposer une vision, mais simplement de vous partager le système que j'utilise. D'ailleurs, après avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à partager en commentaire votre propre logique interne afin de pouvoir noter les différences avec la mienne et pour pouvoir un peu diversifier le débat. Commençons par les allures de course. Autant être honnête dès le départ, personnellement, j'utilise relativement rarement les allures de course pour calibrer les intensités de séance. Hormis avant une course, évidemment, sur les séances d'allure spécifiques qui vont permettre de travailler sur mon système de douleur. L'avantage des allures de course, c'est qu'elles sont à la fois facilement compréhensibles, on sait ce que c'est une allure 10 km, et à la fois elles sont faciles à calculer si jamais on a fait une course récemment, et c'est assez facile de faire des corrélations entre, par exemple, si vous avez couru un 10 km, obtenir votre allure semi-marathon par exemple. Le problème principal de l'allure de course, et la raison pour laquelle je ne l'utilise pas, c'est que un temps sur semi peut aller très bien de 1 heure jusqu'à 2 heures en fonction de l'individu. Le temps sur un 10 km peut très bien aller de 30 minutes à 60 minutes. Donc l'intensité relative pour chaque individu et par conséquent les bénéfices qu'ils vont retirer de la séance. Par exemple un 5, 6, 7 fois 5 minutes allure semi, un classique. Eh bien ils vont être très différents en fonction du niveau de performance de la personne. Et à contrario, si on essaye de conserver une intensité relative et des bénéfices identiques entre différents individus, eh bien pour une même séance, certains devront courir à allure semi quand d'autres quasiment devront courir à allure 10 km. En soi, ça se fait très bien, c'est pas la mer à boire non plus, mais ce qu'on retient de cette analyse, c'est la notion de ce qu'on appelle la vitesse et le temps limite. Si votre allure 10 km est de 4 minutes au kilomètre, eh bien votre temps limite, ou alors ce qu'on appelle le time to exhaustion en anglais, va être de 40 minutes. Et votre vitesse limite sur 40 minutes va être 4 minutes par kilomètre puisque c'est votre allure 10 km. Si on me parle par exemple d'allure semi comme ça veut tout rien dire. Moi ce qui m'intéresse c'est si l'individu, son semi le court en 1 heure ou en 2 heures, parce que la séance que je peux proposer ne va pas du tout être la même. Mon interrogation par conséquent c'est si ce qui nous intéresse quand on parle d'allure de course, c'est en réalité la notion de temps limite qui se cache derrière, pourquoi ne pas aller chercher directement l'information? L'un des points peut-être négatifs de ces allures quand on débarque un peu dans la course à pied, c'est qu'elles sont beaucoup plus abstraites. On parle de VMA, de sweet spot, de tempo, de seuil. C'est d'ailleurs l'un des problèmes, c'est que tout le monde fait un peu sa popote, moi inclus. Chacun utilise un peu les mots qu'il veut pour nommer ce qu'il veut. C'est un peu le bordel. D'où l'utilité de toujours définir les termes importants. Le problème, je l'ai dit en définition, une méthode, dans l'idéal, ça doit être simple. C'est la raison pour laquelle les allures que j'utilise sur le terrain reposent sur les notions de temps et de vitesse limite dont on vient de parler précédemment. La sélection précisément de ces temps limites reste relativement subjectif et personnel, mais repose sur des notions théoriques, sur des zones physiologiques qu'on va essayer d'approcher et sur lesquelles je vais revenir juste après. Je vais me contenter aujourd'hui de vous parler de 3 allures que j'utilise sur mes séances intenses qui sont premièrement la VMA que je définis comme la vitesse limite sur 5 minutes, le seuil haut qui se définit comme la vitesse limite sur 30 minutes, d'où le fait qu'on l'appelle seuil 30 sur campus, et enfin le seuil bas qui se définit comme la vitesse limite sur 60 minutes, d'où seuil 60 sur campus, très très malin. L'avantage pour moi de s'affranchir des allures de course, c'est que à seuil 60 par exemple, je ne suis sûr que d'une seule et unique chose, le coureur peut potentiellement courir 1 heure à cette vitesse. C'est la seule information qui m'intéresse sur le terrain pour m'assurer que l'intensité relative pour chaque individu va être la même. Et donc, les adaptations pour chaque individu sur un type de séance précis vont converger plus ou moins vers la même chose. D'ailleurs, je vous partage une petite réflexion personnelle. Les coureurs élites ont leurs allures de course alignées quasiment parfaitement avec les temps limites que je viens de vous donner. Quand on court autour de 30 minutes au 10 km, eh bien notre allure 10 km est à peu près égale à notre seuil haut. Quand on court un semi-marathon autour des 1 heure, eh bien notre allure semi-marathon va s'approcher de notre seuil bas. Coup de chance? Un complot mondial peut-être? On entend souvent des athlètes performants devenir coach et prescrire à leurs athlètes de l'allure de course, de l'allure 10 km, de l'allure semi. Parce que eux, c'est aussi ce qu'ils font à l'entraînement. La différence, c'est que pour eux,
au vu de leur chrono, c'est extrêmement pertinent physiologiquement. Mais cette pertinence ne sera pas aussi vraie pour des gens moins forts si on laisse les choses telles quelles. On s'est posé la question précédemment, pourquoi avoir choisi les vitesses limites sur 5 minutes, 30 minutes et 60 minutes? On va essayer d'être bref sur un sujet compliqué. Historiquement, on a depuis longtemps observé une notion de seuil. J'avais commencé à débroussailler un peu à l'époque le sujet dans cette vidéo. Ce seuil représente une intensité au-delà duquel on observe une perte de stabilité exponentielle au niveau de plusieurs marqueurs et une augmentation exponentielle de la fatigue qui est liée ou non au marqueur. À travers le temps, on a donné beaucoup de noms différents à ce seuil. Seuil anaérobie, seuil lactique 2, seuil ventilatoire numéro 2, OBLA, MLSS, intensité critique. J'en oublie certains, le but c'est pas de faire une liste exhaustive, juste c'est de vous montrer qu'il y en a beaucoup, et tous s'obtiennent avec des tests différents qui obtiennent des valeurs légèrement différentes. Et surtout, ils ne reposent pas tous sur les mêmes fondements théoriques. Mais quelle que soit la pertinence de ces valeurs, quelle que soit la pertinence de la définition théorique qu'on donne à ces seuils, il y a une chose que personnellement je ne nie pas, c'est qu'il se passe quelque chose dans cette zone d'intensité. Et si on s'intéresse au temps limite moyen de chacun de ces indicateurs, on observe qu'ils se positionnent tous aux alentours de 40, 50 minutes, voire 60 minutes. Donc maintenant, revenons sur le terrain. L'idée d'avoir choisi 30 minutes et 60 minutes, c'est pour se rapprocher des deux définitions suivantes. Le seuil 30 est l'une des plus petites vitesses à partir de laquelle on est quasi sûr d'être significativement au-dessus de ce seuil, de cette zone de seuil plutôt, et donc de s'entraîner dans un domaine d'intensité sévère, instable. Le seuil 60, quant à lui, est l'une des plus grandes vitesses à partir de laquelle on est quasi sûr d'être en dessous ou à la limite de cette zone de seuil. En dessous ou à la limite de ce domaine d'intensité sévère, donc dans un domaine d'intensité élevé qui reste stable physiologiquement. Ce qui méthodologiquement, même si sur le terrain on observe que les vitesses entre seuil 30 et seuil 60 sont pas très différentes, les formats de séances qu'on peut faire sont pour le coup très différents et les intensités perçues par les athlètes sont aussi très différentes. Pour ce qui est maintenant de la vitesse limite 5 minutes, simplement c'est un héritier des habitudes de testing qu'on avait pour connaître sur le terrain la VMA avec par exemple le test VAMEVAL. La valeur de VMA obtenue sur ces tests était censée définir la plus petite vitesse à laquelle on pouvait atteindre VO2 max. Et quand on testait le temps limite à cette vitesse-là, on obtenait en moyenne sur un public normal entre 4 et 6 minutes. D'où la vitesse limite 5 minutes. Depuis, cette façon de calculer la VMA est un peu mise à mal puisqu'on s'est aperçu que n'importe quelle vitesse dans le domaine d'intensité sévère, donc au-dessus du seuil, entraînait une dérive cardiaque progressive jusqu'à la fréquence cardiaque maximale et donc jusqu'à une consommation maximale d'oxygène. Quoi qu'il en soit, personnellement, j'ai gardé la valeur de 5 minutes, mis en parallèle dans une planification avec des séances de seuil 30 et de seuil 60. C'est un très bon compromis qui permet de travailler à vitesse élevée, qui permet d'obtenir des temps de maintien à fréquence cardiaque élevée intéressants, bien qu'en réalité on obtienne mieux avec des séances de variation de vitesse. Un excellent complément qui permet de balayer un peu plus la palette de vitesse d'un coureur et qui permet de remplir un trou entre le sprint et le seuil 30. Maintenant que je vous ai expliqué un peu pourquoi j'avais choisi ces trois temps limites, ça va être intéressant de comparer ça à d'autres entraîneurs pour savoir de leur analyse comment est-ce qu'ils ont adapté la théorie pour l'appliquer sur le terrain. Oh merde. Par exemple, la valeur de seuil utilisée par l'entraîneur de course à pied Jack Daniels va se rapprocher d'une vitesse limite 60 minutes et sa vitesse utilisée pour les entraînements équivalents à ce qu'on appellerait en France de la VMA s'approche d'une définition de la vitesse limite sur 15 minutes. Vitesse limite 15 minutes qui se rapproche donc à peu près de 98-95% de la VMA que vous devez habituellement connaître ou de votre allure 5 km pour les meilleurs d'entre vous. Voilà, ça vous permet de vous situer. Un autre exemple, Joe Friel, qui a fait des ouvrages sur le triathlon et sur le cyclisme, il appuie sa méthode majoritairement sur les travaux d'Andy Kogan et sur la valeur de FTP qui est par définition la vitesse limite sur 60 minutes. Par contre, lui, il ne semble pas proposer explicitement ce qu'on appellerait en France des séances de seuil à FTP pile poil. Déjà, il a une méthode plutôt par zone, et lui, ce qu'il définit comme le seuil serait plus ce qu'il appellerait l'endurance musculaire, zone pouvant aller de 100 à 90% de FTP, voire en dessous, j'imagine, pour par exemple une préparation Ironman, ce qui donnerait aux intensités sur ce genre de séance un temps limite entre 60 minutes et
plusieurs heures en fonction de la séance. Ensuite, lui, il ne parle pas de VMA, mais il parle d'endurance anaérobie. De ce que j'en ai compris, pour lui, c'est approximativement toutes les vitesses au-dessus du seuil, allant de l'intensité limite sur 5 minutes jusqu'à 60 minutes. Tout ça pour vous montrer encore qu'il n'y a pas de consensus, qu'il n'y a pas de méthode miracle. Le plus important, et je le répète, c'est que chacun de ces deux entraîneurs ont développé une logique interne très poussée. Et quand on a développé et travaillé sa propre logique interne, l'avantage, c'est qu'on en connaît ses limites. Une fois qu'on est bien conscient de son système, on est maintenant capable de répondre à beaucoup de questions. Par exemple, ce qu'on pourrait argumenter sur ma méthode, c'est que ce n'est pas précis, que si un athlète veut s'entraîner au seuil ou veut s'entraîner à VMA, il a qu'à faire un test, et à ce moment-là, il connaîtra précisément sa valeur de seuil et sa valeur de VMA. Déjà, au vu de tout ce que j'ai pu vous dire précédemment sur l'imprécision des différentes définitions de ce qu'est le seuil et même de la VMA, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait de connaître précisément ces valeurs. Mais pour l'exercice, parce que ça va être intéressant, admettons tout ce que je mets à l'écran. Dans l'idéal, on peut obtenir des valeurs précises de seuil et de VMA grâce à un test. Et en fonction, on peut obtenir les temps limites à chacune de ces intensités, parce qu'on en revient toujours à ce problème-là, pour pouvoir adapter la séance au seuil et la séance à VMA dont la personne a besoin. Mais est-ce vraiment idéal? Est-ce vraiment mieux? Est-ce que ça ne serait pas se compliquer la vie pour ne même pas être sûr que ça soit réellement plus bénéfique? Est-ce qu'on n'aurait pas un biais psychologique qui nous fait dire que c'est mieux parce que c'est compliqué? D'où une phrase d'ailleurs que j'adore dire, faire simple, c'est compliqué. J'aime à penser que pour des athlètes professionnels, ce genre de précision va permettre d'aller chercher les 0,5%, 1% d'optimisation dans l'entraînement qui va permettre de faire la différence. Mais c'est ma vision d'artisan qui aimerait que ça soit vrai. Je pense pas que vous puissiez trouver une étude scientifique qui le prouve. Ce n'est pas parce qu'on trouve un bouton qu'on est obligé d'appuyer dessus. Moi, j'adorerais pouvoir obtenir une étude scientifique qui permet de comparer soit la fatigue engendrée, soit les progrès créés à l'issue de ces séances entre ceux qui respectent leur vrai seuil et ceux qui s'alignent sur les séances de seuil 60, tout en sachant qu'il faudrait adapter en réalité le format de séance pour pouvoir travailler dans toutes les conditions à stress égal, puisque le format de séance sur une intensité qu'on peut tenir 50, 60 ou 70 minutes ne va pas être exactement le même format de séance. Et oui, parce que si c'est pas à stress égal, ça sert à rien. Ça me fait penser aux études scientifiques sur la comparaison entre repos actif, repos passif dont on avait déjà parlé ensemble. Bref, je préfère vous décevoir tout de suite. La science en 2022, elle est incapable de ce genre de précision dans ce domaine. Rien qu'avec le delta d'imprécision dans les prises de mesure. Aujourd'hui, les études, c'est des incréments de 10%, c'est pas des incréments de 1-2% pour voir ce qui se passe. Tout ça, c'est la différence entre la théorie et le choix pratique sur le terrain. Un bon praticien a conscience des limites théoriques de ce qu'il applique sur le terrain. C'est pour ça qu'il fait tout pour actualiser et remettre en question ses connaissances, pour mettre à jour si besoin un jour ses méthodes. Mais en attendant, il propose. De façon générale, pensez que le seuil est un point précis et qu'il faut s'entraîner pile poil dessus. Pensez que si on est 1% dessus, 1% en dessous, tout va devenir tout blanc ou tout noir. C'est pour moi une vision soit trop idéaliste, soit trop naïve de comment fonctionne le corps humain. Voilà les amis, voilà pourquoi sur le terrain j'utilise la notion de temps limite. Voilà pourquoi je n'utilise pas les allures de course. Et oui, parce que c'était à la base le sujet de la vidéo. Je finirai en rappelant que tout système logique fonctionne. Surtout si ce système intègre la notion de surcharge progressive dont je parle avec vous depuis des années. N'oubliez pas qu'on a obtenu des champions du monde avec des méthodes d'entraînement diamétralement opposées. Ce qui prévaut, c'est la logique interne et j'espère qu'à l'issue de cette vidéo, vous comprenez un petit peu mieux la mienne. Si vous avez d'autres questions sur mes logiques d'entraînement ou si vous voulez partager la vôtre pour confronter un petit peu les idées et qu'on en reparle dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à le faire en commentaire. D'ici la prochaine vidéo, entraînez-vous bien. À la prochaine.